Marié avec une vieille, je l'aime, tu mens, Firmin. Hey, si vous coupez pas ça au montage, ça va être une sacrée interview, votre truc. Tu m'as invité, hein, faut assumer maintenant. Alors, je m'appelle Edgar Yves Monnou Junior, fils de Edgar Yves Monnou. Mon père est un avocat de formation et homme politique béninois. Voilà, il m'appelait Edgar Yves Monnou Junior, donc on peut dire que le gars avait des plans pour moi. Je crois que c'est raté. Ce que je fais dans la vie, c'est du stand-up. J'aime à dire que je suis un stand-upper. J'aime pas quand on dit one-man show comique. Je suis pas fan du truc. Je prends un micro, voilà, j'essaye d'avoir un point de vue aiguisé sur le monde et de le présenter avec dérision et charisme. Les gens sont assez cons pour me donner de l'argent pour ça, donc l'escroquerie fonctionne, quoi. Et moi, effectivement, je suis né au Bénin. J'ai grandi en partie au Bénin. J'ai grandi entre la France et le Bénin. Je suis franco-béninois. Voilà, comme je dis souvent, j'ai les papiers. Pas besoin de baiser avec une vieille blanche pour rester, quoi. Voilà. Je les connais, nos frères noirs, là. Hein, à 20 ans, marié avec une vieille, je l'aime. Tu mens, Firmin. Hey, si vous coupez pas ça au montage, ça va être une sacrée interview, votre truc. Hey, tu m'as invité, hein. Faut assumer maintenant. Le message est passé. Le message est passé. Non, mais j'ai grandi au Bénin. Je me revendique beaucoup de ma double culture parce que je trouve clairement qu'il y a des bonnes choses dans la culture béninoise et qu'il y en a des bonnes dans la française. Je suis loin de l'esprit colonial. Je ne considère pas qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre. Je considère qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux. D'ailleurs, l'identité idéale pour moi, c'est un mix des deux. Je trouve que j'aime bien prendre ce qu'il y a de bon partout et j'ai le choix du roi, quoi, tu vois, je m'inspire des deux. Mais c'est vrai que j'ai pas mal fait une partie de mon enfance au Bénin, dans les pensions en Afrique, très difficiles, hein, très strictes. Voilà, et puis après j'ai pu venir en France, quand mon père était nommé ambassadeur du Bénin à Paris. Ça fait que je suis arrivé ici, j'ai découvert le croque-monsieur. J'ai découvert que les enfants pouvaient... Passion croque-monsieur, j'ai découvert que les enfants pouvaient dire ici à leurs parents, oh tu me fais chier, sans mourir. Ça, le truc magique. Donc la France, bel Eldorado quand même. Hein. Pays des droits de l'homme. Hein. Pays des droits de l'homme, hein. J'adore. Non, bon, là, vous partez un peu en couille quand même. Là. Il y en a qui se prennent pour des poissons, il faut quand même vous ressaisir. Mais globalement, ça va. Beau pays. Belle terre d'accueil. Quelle force ou quelle leçon t'as gardé, ou même plutôt tu utilises dans ton métier aujourd'hui? La force principale que j'ai gardée de mon enfance, c'est donc de mes relations avec mon père, parce que c'est quand même quelqu'un avec qui je me suis brouillé pour me retrouver 1 an à la rue avant de faire du stand-up. Ce que j'ai retiré comme leçon de ça, c'est toujours aller au bout de mes convictions. J'ai compris que ma vie, c'est ma vie. Ça me regarde. Ce que j'en fais, ça me regarde. C'est moi qui vis mes choix, que ce soit les bons ou pas. Ça, c'est une leçon fondamentale que j'ai retenue et qui m'a servi de boussole pour tout le reste de mon existence jusqu'à maintenant, tous les problèmes que j'ai eu ou pas eu jusqu'à maintenant. Moi, je suis un garçon qui va au bout de ses idées. Je ne me définis pas du tout à travers ce que les autres pensent ou disent de moi. J'ai tendance à fixer ma propre valeur. Et ça a changé complètement l'échiquier. À partir du moment où j'ai arrêté de me voir dans le regard de l'autre, et j'ai essayé de fonctionner à travers mon propre prisme, ça m'a permis d'avoir une sérénité complète. Que tu me fasses un compliment ou pas, ben, je m'emballe pas. Que tu me parles mal de moi ou pas, je m'effondre pas. C'est vachement important. Ça me permet de rester neutre, de rester concentré. Et ça m'a appris à vivre mes choix et vraiment, vraiment les assumer. Parce que je trouve que on est dans un monde où, à commencer par les parents, il y a toujours quelqu'un qui vient te demander de faire comme ça l'arrange lui. Et sans tenir compte de qui tu es toi. Ça que je trouve complètement fou. Vous verrez, il y a toujours quelqu'un, mec, qui vient. Bon, moi je dis te casser les couilles, mais pour mieux formuler, on dira, il y a toujours quelqu'un qui vient te demander de faire ou de penser comme ça l'arrange lui. Et plus que jamais en 2024, on est en plein dedans. Et là-dessus, l'expérience que moi j'ai eue avec mon père, de me dresser contre lui et de me retrouver dehors, ça m'a servi de boussole et ça m'a permis d'envoyer se faire foutre n'importe qui. Hein. Écoute, à partir du moment où tu envoies chier ton daron, il y a quand même pas mal de monde que tu peux envoyer chier dans la vie, et à commencer par ceux mais qui te demandent de leur obéir sans raison valable. Sur quelle base? C'est vachement important. Aujourd'hui, je vois que on vit dans un monde où les gens ont énormément de mal, frérot, énormément de mal à fonctionner avec des gens qui pensent en dehors de leur canon de pensée ou de leur paradigme. Ça, les réseaux sociaux n'aident pas pour ça. Les réseaux sociaux ont complètement renforcé ça. Ça veut dire que les gens, ils traînent tellement entre ceux qui ont une même communauté de pensée que le jour où ils croisent quelqu'un qui est en dehors de leur canon et de leur paradigme, c'est une hérésie pour eux. Ça veut dire que l'être humain n'est même plus capable de supporter l'altérité chez l'autre. Ce qui permet aux gens même de sélectionner leur entourage maintenant, c'est
Ah, on pense pareil, du coup, tu es mon pote. Mais t'es complètement con. Vous pensez pareil peut-être sur tel sujet, mais ce qui fait que vous devez être amis ou pas, c'est les valeurs que cette personne défend. Tu comprends? On peut penser la même chose, mais tu peux être un parfait connard, tu peux être un lâche, tu peux être un menteur, tu peux être un nazi, tu peux être des tonnes de choses. Pourtant, on pense pareil sur tel sujet, mais ça ne veut pas dire que tu es une bonne personne. Donc, le curseur, il a complètement changé. Je veux dire, moi, quand j'ai grandi, mes parents, ils invitaient du monde à table, il y avait des grands débats, ils ne pensaient pas pareil, ils s'engueulaient, ça parlait un peu fort, ça buvait du vin, et puis après, il y avait le cheesecake qui arrivait avec le coulis framboise, et puis bon, voilà. Tout le monde se détendait autour du Dijon. Cheesecake Baileys, c'est vrai que c'est un combo qui a tendance à apaiser pas mal de monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, là, c'est un vrai problème dans le monde dans lequel on vit. Les gens ne veulent plus de nuances. Les réseaux sociaux n'ont pas arrangé ça. Et les journalistes non plus. Hein. C'est-à-dire que maintenant, soit tu es un bon journaliste, soit tu es une pute. Et il y a très peu de bons journalistes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un maximum de chouins, frérot. Parce que la vérité ne les intéresse pas. Ils veulent gérer du flux. Ils veulent faire des papiers. Et donc, ils encouragent ce côté. Je fonctionne avec mes émotions, mes ressentis. Alors que le rôle d'un journaliste, c'est d'abord d'enquêter, de s'assurer que les faits sont vrais avant de parler. Je vois maintenant, on fait beaucoup de justice par les réseaux, beaucoup de tribunes sur Internet. Les journalistes, ils prennent ça et ils font un papier. Ils cherchent pas à savoir si ce qui a été dit sur les réseaux est vrai ou pas. Ils cherchent pas à savoir l'impact que ça va avoir sur la vie du mec ou de la meuf qu'ils ont mis en cause dans le papier. Eux, ils s'en foutent, ils doivent gérer du flux. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a beaucoup de merde dans les journaux et que je choisis beaucoup les médias sur lesquels je passe. Bon, les mainstream, t'oublies, parce que on est en plein dans ce que je suis en train de te dire, y compris pour les papiers, hein, pour les petits journaux de consorts. Je vais pas partout parce que je suis pas sûr que ma parole sera pas twistée, tu vois, et l'autodétermination, c'est l'héritage le plus important que j'ai eu de mon rapport avec mon père. C'est comme je m'autodétermine, comme je ne compte que sur moi, mon talent, mes performances pour y arriver, ce que pense tel journal de moi, ce qu'on m'indique de penser ou pas, j'en ai rien à foutre, je le foule au pied, je marche dessus parce que je ne compte que sur moi à la fin de la journée. Qu'en revanche, quand tu te détermines à travers le regard des autres, ou que tu as prévu de réussir en étant validé par un tel ou par un tel, ben tu as effectivement plutôt intérêt de plaire à un tel ou un tel pour avoir la critique favorable d'un tel ou un tel. Donc c'est même compliqué sur le plan artistique d'être toi-même si ta validation et ton évolution passent par le fait d'être bien vu par, je sais pas moi, Télérama, Quotidien ou TPMP, pour des tonnes de raisons. C'est pas des gens par qui je veux être validé, ni France Inter, machin et tout, parce que le fait d'être validé par eux, ça me demandera d'avoir une posture qui m'empêchera d'être moi-même au moment où j'aurai besoin de l'être. Donc il vaut mieux que ma validation passe par le fait de mettre du bon travail sur Internet, d'être validé par un public qui lui me portera en haut. Et voilà, j'aurai peut-être pas Quotidien ou TPMP, mais j'aurai des salles remplies, j'aurai des relations avec d'autres gens. Bouba m'a repartagé il n'y a pas longtemps. Donc il y a des portes qui se ferment, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et donc il faut accepter ces vases communicants là dans la vie. Lui, il m'aime pas, mais lui, il m'aime bien. Et c'est comme ça. On a des problèmes avec le rejet. Ça, on veut être aimé par tout le monde. Et ça nous empêche d'être authentique. Tu vois, écoute, il y a, je sais plus quel grand boxeur disait, si tu es ami avec tout le monde, tu es un ennemi de toi-même. Ça n'a aucun sens, frérot. On est 7 milliards. Comment est-ce que tout le monde pourrait t'apprécier? Ça veut dire que toi, tu es un sacré suceur. Hein? Non, mais c'est vrai, non? L'info principale que je retiens, si tout le monde t'aime, toi, mais toi, je veux pas que tu connaisses mes secrets. Parce que jusqu'où toi t'es Dieu en arrière pour que tout le monde t'aime. En tout cas, j'ai aucun problème. Ouais, ben voilà. Donc c'est bien ce que je pensais, Philippe. Ok. Allez, tu passes à l'as. Donc mon rapport avec mon père, ça m'a appris l'importance d'être authentique. Être authentique, ça a un prix. Tu comprends? Aujourd'hui, selon le thème que tu abordes, que ce soit Israël, Palestine, féminisme, homosexualité, il y a un logiciel de pensée dans lequel il faut être. Il y a une manière dont il faut parler quand tu parles de ce thème-là. Si tu ne parles pas de cette manière-là, la conséquence c'est calomnie, médisance, cyberharcèlement, parce que c'est ça aussi la nuance du monde d'aujourd'hui. Maintenant, quand quelqu'un ne pense pas comme toi, c'est forcément une merde. Attends, il n'y a pas un juste milieu entre les deux, on n'est plus dans la nuance. Tu ne dis pas ce que je veux que tu dises, mais forcément, tu es une merde et il faut te cancel, il faut que tu puisses plus travailler, machin et tout. Ça rend la société complètement insupportable. Le fait qu'on ait renoncé à la nuance et que la vérité, c'est plus la valeur cardinale qu'on place au-dessus de tout, ça rend le monde absolument insupportable. Et donc, moi, mon expérience de devoir m'opposer à mon père dès ma plus tendre enfance, ça m'a permis de supporter la calomnie, le cyberharcèlement, le mauvais regard de n'importe qui. Parce que ce qui compte pour moi, c'est de dire que ça, mec, c'est un tapis. Tu comprends? Je vais pas arriver ici et te dire que ça, c'est pas un tapis pour te faire plaisir. Voilà. Donc, j'essaye de rester droit. Ça m'a au moins transmis ça. Pourquoi l'humour et pas le droit ou la politique? Ben, c'est assez paradoxal parce qu'effectivement, je me suis éloigné de mon
héritage familial. J'ai un père qui est un tribun, qui est avocat et homme politique. Vous tapez Edgar Yves Monou dans Google, son parcours est vérifiable. Je me suis éloigné de ça. Mais c'est vrai que maintenant, dans mes prises de parole, dans mes podcasts, il y a pas mal de prises de parole sur les réseaux de moi qui ont assez buzzé. Et beaucoup de gens maintenant me connaissent non seulement à travers mon humour, mais aussi à travers mes prises de parole. Donc moi qui ai voulu éviter l'héritage de tribun, j'ai l'impression que j'ai quand même fait un backflip. Et je me suis... Voilà, et je me suis retrouvé au milieu de ça. Mais parce que moi, je viens d'une famille où on débattait à table dès mes 5 ans, où si tu n'avais pas une pensée construite et bien argumentée, bah, tu passais des dîners très très longs, tu comprends? On m'a appris que c'est pas me victimiser qui allait m'aider à me faire entendre, mais bien développer un talent et une compétence. Maintenant, c'est l'inverse. Ils te disent, oui, mais moi j'ai vécu ça, donc ce serait quand même bien qu'on me laisse passer. Mais depuis quand c'est comme ça, frérot? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter de passer, toi? Je suis un être humain, mais on s'en bat les couilles depuis le départ de cette histoire. On s'est tous mis d'accord qu'il fallait être performant dans quelque chose pour obtenir tel ou tel avancement. Donc maintenant, les gens, ils veulent mettre en avant ce qu'ils ont vécu pour essayer de contourner la difficulté de travailler. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, je devais faire c'est comme si je disais, je fais pas telle émission d'humour parce que je suis noir. Tu m'entendras jamais dire un truc comme ça. Même si jamais c'est vrai, tu m'entendras pas le dire. Parce que le dire... ça me serait me mettre dans une position, frérot, tellement victimaire, où ma réussite dépend tellement d'être pris par tel ou tel programme. Mon ego, ma fierté propre, pour le coup, on est très fiers les Africains, ne supporterait pas ça. Impossible. Même pour le dénoncer? Le dénoncer, c'est vrai. Le dénoncer, c'est vrai. Est-ce qu'on ne peut pas nier j'entendais Ahmed Silla dire en interview, en France, il n'y a pas de racisme. Ah bon, frérot? On ne vit pas la même France alors, tu vois. Je pense qu'il a dû être maladroit un peu dans la pensée, mais il peut pas rationnellement le dire et le penser. On peut pas dire que en tant que femme il n'y a pas de problème. On peut pas dire que quand tu es arabe il n'y a pas de problème. Ça, frérot, il faut être fou pour nier ça, tu vois. Je peux pas nier ça, c'est réel. Ce que je trouve problématique, parce que c'est le mot qu'ils aiment bien employer maintenant, dire qu'on est problématique quand on n'est pas dans la ligne de pensée qu'ils ont prévue pour nous, on est problématique. Alors du coup, ça me va très bien. Tu vois, d'être problématique. Mais ce que je trouve problématique, moi, c'est quand on se sert d'une situation injuste et réelle pour ne plus avancer. Eh oui, parce qu'il y a toujours eu deux parties du discours. C'est injuste, mais pour autant, il faut avancer. Cette partie-là, on l'a fait disparaître et on est resté sur le c'est injuste. Viens, on dit qu'on a mal. Ok, d'accord. Mais du coup, moi, je vais faire le tour du monde, je vais me développer, je vais revenir, tu seras à la même terrasse, avec le même rosé à dire je devais être footballeur professionnel, mais c'est vrai que non, c'est pas les ligaments croisés, pas du tout, c'est juste que on se que noir. Oh, vas-y frérot, ça va être un peu long, tu vois. Ceux qui ont fait carrière sont ceux qui ont vécu ce type d'injustice, mais qui sont passés quand même. On doit, en tant qu'aînés, pour ceux qui nous suivent derrière, avoir un autre discours. Moi, je vais dire à mon petit frère, frérot, c'est chaud, hein. T'inquiète pas. Hein. Et le moment où tu sentiras que t'es renois quelque part. Pour autant, n'en fais pas cas. Ce qui compte, c'est de performer. Frérot, Karim Benzema, il a fait parler chinois d'Ilie Deschamps en conférence de presse. Hein. Ouais, je le prends pas. Ah, d'accord, mais 5 Ligues des Champions. Bon, il a fallu faire. Il vous reste de l'eau, s'il vous plaît. C'est très très soif. Mais ouais, parce que mon frère, 5 Ligues des Champions. T'es content, t'es pas content. Ça a été un problème. Je ne prends pas parti, hein, mais je veux qu'on se pose 2 secondes sur l'analyse de ça. Ça a été un problème pour Deschamps tout le long où il a joué au football en France, Benzema en équipe de France. Parce que le gars avait toutes les qualités pour être sélectionné. Donc forcément, on lui disait, frérot, tu ne penses pas que lui, si on l'avait en finale contre l'Argentine, il aurait apporté un petit plus? C'est des questions que toute ça, on lui posera parce qu'il a été performant. Est-ce que parce que Deschamps n'a pas validé Benzema, sa carrière, elle a été nulle? Non, il est allé au bout. Et il a pris tout ce qu'il pouvait prendre et il a fini par avoir un ballon d'or, frérot. Qui aurait pu dire que Benzema aurait eu un ballon d'or au début de sa carrière? Moi, je pense pas tout le monde. Hein. Donc, ce qui compte, c'est de persévérer et de ne pas s'arrêter au moment où c'est difficile. Parce que le discours, il devient victimaire quand on s'arrête au constat de l'injustice. Quand on dénonce l'injustice, il n'est pas victimaire. Quand on s'arrête au constat, ben là, on se met dans une position officielle de victime et c'est un peu moi ce que je déplore. C'est un peu moi ce que je déplore. Après, pour répondre à ta question, comment je suis passé au stade de l'humour, parce qu'on a un peu digressé, c'est ma spécialité. Comment je suis passé au stade de l'humour? Ben écoute, moi, franchement, j'étais un étudiant en droit. D'abord, j'ai eu une enfance, moi, assez contrôlée, très disciplinée, avec un père assez strict, qui voulait faire de moi un peu une élite, donc il fallait lire, faire des rapports sur les bouquins. C'était pas la place à l'amusement.
Donc c'est vrai que quand je suis arrivé à la fac, moi j'ai découvert une palette de possibilités de divertissement, que ce soit l'alcool, la cigarette, les meufs, les croque-monsieur, les pizzas en livraison. T'imagines, frérot? Moi j'étais en pension en Afrique, j'ai découvert que tu tapes un numéro, tu dis 4 fromages, il y a un blanc qui vient qui dit vous voulez la sauce piquante? Génial! Donc déjà, moi, j'ai pris 20 kilos. Pour commencer, déjà, ça a été mon entrée en matière. J'ai dit, je ne peux pas laisser passer la 4 fromages comme ça sans la fouetter. Pour m'ancrer dans la vie française, j'ai commencé par 20 kilos déjà. Alcool, clope, pizza. Déjà, ça a été le premier démarrage. Puis je me suis rendu compte que cette vie-là, je l'aimais beaucoup. Et que peut-être que finalement, faire droit, c'était pas trop mon truc. J'étais bon oralement, j'étais bon en soirée pour faire rire une trentaine de personnes dans un bar. Et le moment où les bars s'arrêtaient parce que j'étais bourré, bien en forme et que je prenais possession de l'espace. Donc on a commencé à me dire, frérot, essaye quand même de tester les blagues, machin et tout. J'ai essayé 2-3 trucs et ça a tout de suite cartonné. Donc j'ai dit à mon père, écoute, là j'ai ma licence, je dois me spécialiser dans le masters public ou privé là, mais en fait ça m'intéresse pas, je veux faire du stand-up. Ça lui a pas plu, je me suis retrouvé dehors, et je me suis pas dit une fois dehors, je devais faire du stand-up, mais comme mon père m'a mis à la rue, je suis pas arrivé à faire du stand-up, non, j'ai vécu ce que je devais vivre, survécu, sorti de là, retrouver un boulot alimentaire, remplir mon compte en banque, m'acheter de nouveau les 4 fromages, parce qu'il y a eu fin de la 4 fromages, retour de la 4 fromages, et après, stand-up. Et comme je suis arrivé là-dedans comme j'avais tout sacrifié pour arriver là-dedans, je suis arrivé comme un mort de faim. Et ce qui comptait pour moi, c'est d'être performant. Peu importe ce qu'on pense de moi, ce que peut dire tel ou tel journal, machin et tout, personne ne te dira que je suis nul sur scène. C'est quand même fort. Quand tu as enlevé la possibilité à un mec qui t'aime pas de dire que tu es nul, c'est magnifique. Moi, ce que j'aime bien, et ce que je conseille aux gens, c'est de transformer celui ou celle qui t'aime pas en témoin de ta réussite. C'est le truc le plus violent qui soit. Ce sera le premier à dire, c'est quand même quelqu'un, hein, parce qu'on a tout tenté, on a tout fait. Les calomnies, les bêtises en son âme, menti du matin au soir. Une ballon d'or, ce connard. Tu penses pas que Benzema, il a pris Deschamps comme témoin de son ballon d'or? Bah voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. Pour continuer par là, est-ce que tu peux nous raconter tes débuts à Nantes, la création de ton comedy club? Quand je sors de la rue, je me trouve un boulot alimentaire, je suis conseiller clientèle chez Bouygues Télécom. Il faut se faire de l'argent. À ce moment-là, la carrière, elle n'existe pas parce qu'il y a d'autres urgences comme les besoins primaires, les besoins alimentaires. C'est d'ailleurs ce constat-là qui m'aura amené plus tard à faire des vannes du style pour boire dans la vie seulement trois trucs comptent: boire de l'alcool, griller de la viande, avoir un endroit chaud où dormir et si possible qu'une femme joue avec mon zizi. Donc c'est vrai que parce que tu te rends compte dans ces moments-là que dans la vie, il y a des bases en fait. Si t'as pas un toit où dormir, si t'as pas un frigo plein, si tu peux pas boire quand t'as soif. Tu vois, il y a des fondamentaux en fait qu'il faut d'abord régler. Et donc la fameuse pyramide, je sais plus comment on appelle cette pyramide là. La pyramide des besoins là. Ouais, des besoins là. C'est Oslo, un truc, il y a un truc comme ça. Bon, les gens trouveront, mais tu la mettras en sous-titre pour montrer à quel point on a un culte. Mais en tout cas, tout le monde voit la pyramide dont je parle, elle est réelle, tu vois. Donc, Bouygues Télécom, boulot, alimentaire. Une fois que je l'ai trouvé, après, il fallait que je me lance dans le stand-up. Je me suis inscrit dans une compagnie de théâtre à Nantes parce que je pensais qu'il fallait que j'améliore mon jeu d'acteur dans un premier temps. Mec, c'est des endroits où tu payes 500 € l'année, ce qui était cher pour moi à l'époque, une association, pour apprendre à faire le chat dans l'espace, machin. Bon, je me suis vite rendu compte, avec un prof qui lui-même voulait être artiste connu, mais il n'a pas réussi. Tu vois, c'est un peu le conseiller d'orientation, des fois aussi, ce truc-là, tu vois, c'est un peu l'arbitre au tennis, le gars qui voulait mais qui n'a pas pu. Et donc, du coup, après, je me suis lancé dans les bars. On a créé le West Side Comedy Club avec des potes à Nantes. C'était un comedy club dans des bars où on a commencé à s'entraîner. On jouait devant 15 personnes bourrées qui nous disaient c'est nul, on rentrait en chialant parce qu'on était effectivement nuls au départ. Mais on s'est accroché, on n'a rien lâché. On est passé de 15 personnes à moitié bourrées qui nous disent c'est nul à 120 personnes tous les mercredis remplies dans le bar. C'était la scène ouverte la plus éminente de l'Ouest. Et encore maintenant, le West Side Comedy Club, ça existe toujours à Nantes. Il y a 2 générations qui sont passées maintenant derrière moi. Quand je vais là-bas, je suis reconnu comme un grand frère, comme un aîné. Je suis bien accueilli pour ce que j'ai fait, pour ce qu'on a créé là-bas. Et voilà. Hein. Et en partant de là, après, j'ai commencé à faire mes armes. Et puis, j'ai fini par partir sur Paris parce que je me suis rendu compte, une fois que j'avais plutôt maîtrisé la zone nantaise, c'est-à-dire que j'avais ma scène ouverte, je jouais mon spectacle 3 fois par semaine. J'avais atteint un plafond de verre. Il fallait que je sorte de nouveau de ma zone de confort pour me développer, à atteindre un autre niveau. Et je me suis rendu compte que Paris, c'était le boss de fin. Donc je me suis dit, je vais à Paris, je vais essayer de taper tout le monde là-bas et de m'imposer, quoi. Et tout simplement.
Ben, Pas si simplement. c'est dit simplement, mais tu as raison de dire tout simplement. Parce que je crois que le truc le plus con, comme m'a dit dans la vie, moi, la phrase qui te pousse à pas faire d'efforts, la plus folle qu'on m'ait dite, moi, l'assertion la plus dingue qu'on m'ait jamais faite, c'est de me dire, c'est pas si simple que ça. Ben, en fait, si. Tu réalises que le truc qu'on t'a dit qu'il n'est pas si simple que ça, là, faut juste le faire. Ce qui n'est pas simple, c'est de faire les efforts. Mais décider de le faire et le faire, là, ça, frérot, c'est entre 11h et 11h02. Ce qu'il faut, en revanche, c'est assumer les conséquences du choix que tu as fait. C'est ce qu'ils veulent dire, pas si simple. Mais dans ce cas, il n'y a rien qui est simple, frérot, dans la vie. Il y a un truc où on ne souffre pas. Même le truc que tu n'as pas envie de faire, là, le boulot où tu es, frérot, que tu n'aimes pas, là, même ça, il faut souffrir pour le faire. Donc, quitte à souffrir, autant souffrir en faisant un truc que tu aimes bien. C'est un calcul mathématique. C'est là où, du coup, ben, si c'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, quand tu fais le calcul à la fin, ce qui est simple, c'est encore de faire ce que tu veux. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu vas souffrir. Alors, autant souffrir en faisant ce que tu aimes faire, plutôt que souffrir en faisant ce que tu n'aimes pas. Le problème, c'est qu'on ne nous enseigne pas à l'école que la souffrance est partie intégrante de la vie. C'est partie de l'expérience, c'est pas un truc que tu peux éviter. Donc quelqu'un qui commence sa stratégie de vie par faire des choix pour éviter de souffrir, lui il est dans le faux. Il est vraiment dans le faux, gros. Parce que d'une manière ou d'une autre, lui il va souffrir. Autant souffrir en faisant ce que tu aimes. Souffrez utile. On vous a menti, vous n'allez pas éviter la souffrance. Donc quitte à souffrir, souffrez utile. Faites ce que vous voulez faire. Malheureusement, c'est l'enseignement qu'on nous donne qui n'est pas bon aussi. Il y a des matières qu'on devrait nous enseigner à l'école. On devrait nous apprendre à l'école à gérer la souffrance. On devrait nous apprendre à gérer le rejet. Parce que je trouve que l'être humain, il a beaucoup de mal à gérer le rejet. Au nom de l'acceptation, là, les gens font des vraies dingueries, encore plus maintenant en 2024. Pour être apprécié des gens, il y en a qui sont prêts à renoncer à beaucoup de choses et en premier lieu leur intégrité. Et on devrait, pour finir, nous apprendre à gérer nos émotions. Nous faire comprendre que c'est parce qu'on ressent, nous, qui est le plus important au monde et que tout le monde n'a pas à s'aligner là-dessus. C'est des valeurs aujourd'hui qui manquent beaucoup parce que ben déjà, comme les gens souffrent en faisant un truc qu'ils n'aiment pas, la frustration atteint un très très haut niveau. D'accord? Et comme tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est du sang et se déferler, on a bien vu les réseaux sociaux, ça nous communautarise d'une manière extrêmement violente, frérot. Il y a une violence sur les réseaux que tu n'auras jamais dans la vraie vie. Personne te dira dans la rue, hey, toi j'aime pas ce que tu fais, je vais retrouver ta mère, je vais te faire un petit frère. Bah non, parce qu'il sait que tu peux lui casser la gueule s'il fait ça. Tu comprends? Donc il ne fera pas ça. Tyson a dit, les réseaux sociaux vous ont beaucoup trop habitué à manquer de respect aux gens, sans qu'on vous pète les dents pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, il y a des trucs auxquels les gens sont plus confrontés, ils ont la sécurité de la fibre, et donc du coup ils permettent de dire et de faire ce qu'ils veulent. Mais apprendre à se canaliser, c'est plus que jamais important, notamment pour faire ce qu'on veut dans la vie. Comment tu t'es construit justement par rapport au public? Comment tu l'as, entre guillemets, éduqué à ton humour? J'ai vu que tu n'hésitais pas du tout à être rentre-dedans, à parfois être un peu dans l'opposition, ou en tout cas qui a une vraie confrontation, parfois un échange. Toi, quel est ton regard par rapport à ça? Bah, moi, moi, je dois tout au public. C'est des gens qui non seulement m'ont éduqué en tant qu'artiste, mais à la fin, ils m'ont éduqué en tant qu'homme. La première chose à laquelle t'oblige un public, c'est pas les gens, mais le public, parce que t'as pas à être humble pour faire plaisir à un tel ou un tel ou un tel. T'as à être qui tu as à être. Par contre, le public t'oblige à être humble. Dans le sens où toi, t'as une idée en tête, tu penses que c'est drôle, des fois tu viens, ils te disent non. Et c'est nous qui devons payer les tickets ou pas. Donc tu peux raconter ce que tu veux. Et c'est là que t'en as qui soit s'accrochent, se développent et bossent, soit il y en a qui font non, en tant que noir, c'est pas mon public. Non, non, frérot, ça n'a rien à voir avec le fait que t'es renoir, juste t'es pas gaulerie en fait, ou que t'es une meuf ou quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est là où je te dis qu'il faut faire attention à la victimisation et tout machin, tu vois? Moi, le public, j'ai toujours eu, je viens d'une famille de gens rationnels, j'ai eu donc une manière de réfléchir très rationnelle. Je suis discipliné, j'arrive, ça marche pas, je me cherche pas d'excuses. Je prends la responsabilité pleine et entière du fait que ça n'a pas marché. C'est parce que j'étais nul. Ça m'est arrivé, moi, au début. Donc, je me suis adapté. J'avais des qualités naturelles pour faire ce métier. Présence, charisme, aisance oratoire. Mais le texte, c'était pas encore ça. Tu vois, un peu comme ceux qui démarraient, je parlais un peu de la supposée grande taille du sexe des Noirs, du Zouk Love, tu vois, les trucs un peu désuets. Et puis, j'ai cliché. Mais bon, le cliché, c'est le démarrage de l'humour. Tu démarres avec des clichés. Voilà, les noirs, les conneries, les machins. Tu parles de ce que tu connais un peu, tu vois. Ce qu'il faut, c'est se développer. Ce qu'il faut, c'est pas rester là-dedans. Si au bout de 15 ans de carrière,
Tu parles du zouk et de ça, bon, c'est un peu difficile. Mais si tu as commencé par là, mais que tu as évolué, regarde, moi je parle de la supposée grandeur du sexe des impôts finir sur la corruption où je parle de Bolloré. Donc tu vois bien toute la palette d'évolution qu'il y a eu. J'ai fini par comprendre une chose simple. C'est que tout humoriste qui accepte d'embrasser la dimension socio-politique qu'il y a dans ce métier, qui est l'essence même de ce métier, c'est-à-dire bouffon à la cour du roi, pour faire rire les gens, on leur parle de ce qui les concerne, et plus on leur parle des injustices qu'ils vivent et qu'on les tourne en dérision et qu'on chambre les puissants, et plus les gens se reconnaissent dans toi. Les gens, ils ont besoin que les humoristes, encore plus en 2024 maintenant, soient ces héros-là. Qui viennent, qui disent ce que Macron fait, qui disent ce que Bolloré fait, qui parlent aux gens des réalités du monde dans lequel ils vivent, qui sont des éveilleurs de conscience. Tous ceux qui ont embrassé cette partie-là du métier, ce sont les plus grands humoristes, mecs et meufs de leur époque. Coluche, c'est parce qu'il a embrassé ça qu'il était comme ça. Dieudo, quoi qu'on en dise, il y a un moment donné où il a créé des débats un peu là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Où il a joué un peu ce rôle-là. Je ne rentre pas dans le débat. Je considère que c'est un mec qui a beaucoup de talent sur scène. Ça là. Encore une fois, on ne veut pas de nuances dans le monde dans lequel on vit, mais ça va être compliqué de dire que ce mec-là n'était pas gaulerie. Vous voyez ce que je veux? Ouais, dis ce que vous voulez, hein. Voilà. Aujourd'hui, il ne fait plus preuve de nuance non plus. Voilà, non plus. Mais on ne peut pas dire qu'il a été nul tout le long. Voilà. Parce que, en fait, ce que je veux, c'est qu'on puisse être dans un monde où cette nuance-là, je peux la faire. Je veux être dans un monde où je peux dire que Dieudo est un artiste doué, même s'il y a 2-3 trucs sur lesquels on peut considérer qu'il a dérapé, ça ne le rend pas nul sur scène. Donc il y a un truc intéressant à prendre chez lui. Je veux qu'on puisse dire que Israël-Palestine, ce qui se passe en ce moment à Gaza, c'est un scandale, sans pour autant être considéré comme antisémite. Tu comprends? C'est l'absence de nuance et la menace qu'on va me calomnier que je ne supporte plus, moi. Tu comprends? Et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que je ne suis pas le seul. Parce qu'on en a tous marre de ça, tu vois. Donc moi, le public m'a obligé à la nuance, m'a obligé à l'humilité et m'a obligé à travailler pour progresser. Et ça, frérot, quand tu arrives plein de certitudes et qu'on te met un beat dans la gueule, oh frérot, ça te stabilise au niveau des rotules, ça te stabilise sur les appuis, tu dois travailler, te développer. Donc moi, ils m'ont permis de progresser en tant qu'homme, en tant que personne, le public. Donc je leur dois tout. Et j'ai fini par me rendre compte que c'est bien mon côté un peu impertinent et irrévérencieux qui fait que moi, maintenant, aujourd'hui, les gens, ils m'apprécient. Les gens, ce qu'ils aiment chez moi, c'est que je dis des trucs, même là, face caméra devant toi, que personne ne dit. Pour autant, je suis pas un fou ou un nazi. J'ai été scolarisé, je viens avec un raisonnement simple que je t'expose. Et c'est facile pour moi de travailler parce que maintenant que j'ai accepté qu'il y en a qui m'en voudront d'être honnête, je suis plus que jamais bon dans mes blagues, frérot, parce que je suis dans l'état dans lequel un humoriste est le meurtre, je suis en plein lâcher prise, moi. Donc, je m'en fous complètement des conséquences que ça aura. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et ça, le public peut le sentir. Le public sent l'énergie. Ils savent quand t'es vrai ou quand t'es pas vrai. Tu comprends? Moi, quand ils me voient, ils disent, putain, lui, c'est un vrai de vrai. Tu vois, il y a des mecs qui font, putain! Bon, ils sont un peu inquiétants aussi, parce que des fois, c'est le matin. Ils disent, ah! Calmez-vous, monsieur. Tu me fais bander, putain! Continuez! Genre, ah, complètement crevé, Philippe. Ah, donc il y en a, voilà, ils doivent de l'argent aux impôts, je pense, tu vois. Non, mais complètement crevé, le gars. Mais après, je me dis, voilà, j'ai au moins créé cette synergie-là avec les gens. Et pour moi, c'est important. C'est comme ça qu'on fait carrière sur 20 ans. Un commentaire du public ou un conseil d'une manière générale qui t'a marqué, un retour qui t'a marqué? Un conseil que j'ai retenu, qui m'a marqué, c'est toujours encore une fois de mon enfance, de mon père, de j'ai même déterminé par rapport aux autres. Moi, c'est vraiment le truc, tu vois, qui s'est un peu retourné contre mon père. D'ailleurs, du coup, finalement, parce que j'ai appliqué ce concept contre lui-même, mais après, je l'ai appliqué contre tout le monde. Si j'ai le sentiment que ce que je dis est vrai, parce que là, on va vivre dans un monde, frérot, où il va y avoir une séparation totale. La troisième guerre mondiale, là, c'est entre ceux qui aiment la vérité et la nuance et ceux qui veulent être dans le côté absolu de soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Je veux dire, dans Star Wars, frérot, quand Obi-Wan et Anakin s'affrontent, Anakin lui dit, soit tu es, la revanche des Sith, là, le 3, là, il dit, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et Obi-Wan lui répond, il n'y a que les Sith qui sont aussi absolus. Ça veut dire quoi? Vous êtes malade? Si je dis pas ce que tu veux, je suis forcément un connard, moi. Mais c'est quel raisonnement, ça? Tu comprends? Mais là, on en rigole. Mais tu vois bien sur les réseaux, frérot, l'ampleur que ça a pris, hein. C'est pas marrant, hein. Il y a des gens, mec, dont ils ont ruiné la vie, hein. Parce que, sais-je, même les gens qui parlent et qui prônent la tolérance sont les gens les plus intolérants que j'ai vus, frérot, hein. Oui, et puis il y a des gens aussi, du coup, qui on trouve leur adresse, ils se font harceler. Ils se font harceler.
Il y en a qu'on va harceler chez eux, à domicile. L'impact que les réseaux ont pris sur la vie des gens est absolument insupportable, tu vois. Et ça, on le dit pas. Ça, on le dit pas, on le dénonce pas assez. Mais c'est important que chacun puisse être dans sa vérité et qu'on puisse retrouver la nuance. Le retour à la nuance, les décisifs. Donc, plus que jamais, accepter l'invalidation, accepter d'être calomnié, accepter qu'on soit pour ou contre toi. Il faut en avoir plus que jamais rien à foutre. Si tu as le sentiment que ce que tu dis est vrai, il faut aller au bout de ce que tu penses, de ce que tu ressens. Et ceux qui vont rétablir l'équilibre sont ceux qui auront le courage de leur penser. Parce qu'on est dans un monde maintenant où ceux qui réfléchissent vont être priés de fermer leur gueule pour ne pas déranger ceux qui sont des imbéciles. On en est là maintenant. On veut nous amener dans le règne de l'émotion, où on réfléchit avec son affect. Regarde la tribune sur les réseaux maintenant. On est dans le monde, frérot, où on décide maintenant sur Instagram qui est coupable et qui est-ce qui ne l'est pas. Si tu prends le cas de MeToo, il faut absolument que la justice progresse en matière de viol. La charge de la preuve en viol, elle est très difficile. Peut-être qu'on n'en serait pas là aussi si la justice faisait son boulot. Je pense que maintenant, il y a des campagnes de sensibilisation. On forme aussi, je crois, maintenant dans les commissariats de police, on forme pour pouvoir réceptionner maintenant les plaintes, machin et tout. Il y a beaucoup de progrès à faire. Pour autant, je préfère largement une justice imparfaite que quelqu'un qu'on décide de croire sur parole sur les réseaux. Hein. C'est quoi le bout de ce raisonnement-là? Ça veut dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi à partir du moment où il le dit, c'est vrai. Ça, ils ont créé le truc de « je vous crois » en disant que personne ne ment jamais. Malgré toute la difficulté et le choc que ça va comporter à entendre ce que je suis en train de vous dire, mais il y en a qui disent de la merde. Ça a été prouvé factuellement. Donc à partir du moment où il y en a une, j'ai le droit de le dire. Est-ce que pour autant je déprécie la valeur des autres témoignages? Non, c'est pas ce que je dis. Mais il va falloir qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'on part du principe que quand quelqu'un dit quelque chose, on ne vérifie plus? C'est là-dedans que vous voulez qu'on aille? Est-ce qu'on doit expliquer à des gens de 35 ans pourquoi on ne se rend pas la justice soi-même? Frérot, c'est les sorcières de Salem, ça. Macron, dans son discours, avait défendu Gérard Depardieu, un peu maladroitement. D'ailleurs, il n'aurait pas dû le faire. Il a dit, c'est un de nos grands acteurs ou je sais pas quoi. Bon, c'était pas le lieu ni l'endroit. En plus, concrètement, la vidéo d'enquête exclusive, là, que moi j'ai vue, il se comporte comme un facochère, le mec. Il est bourré comme un sac à vin. La traductrice, elle a passé une journée en enfer. Ça, on a le droit de le dire. C'est pénalement répréhensible. Pénalement répréhensible. Tout ça, on a le droit de le dire. Pour autant, il y a une part du discours de Macron que j'ai bien aimé, c'est celle sur la chasse à l'homme, où il dit que les valeurs cardinales autour de lesquelles on se rassemble, c'est la justice, la charge de la preuve et du procès. Mais la raison pour laquelle on a fait ça, mec, c'est parce qu'on a bien considéré, ceux qui nous ont précédés, que si chacun se rend justice lui-même, mais c'est on met le monde à feu et à sang. D'accord? Donc il faut arriver à trouver une juste nuance maintenant. Parce que il y a une sorte de terrorisme intellectuel. Si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, je vais essayer de te créer une histoire, te mettre dans la sauce. On est en plein là-dedans maintenant. Il y a des gens qui n'ont rien fait actuellement, qui sont dans la sauce parce que dès qu'on met leur blase dans la sauce sur Internet, mais qui sont condamnés. Et ça, c'est absolument insupportable. C'est pas le monde dans lequel moi je veux vivre. Donc je prends la parole, pas pour dire les victimes, vous êtes des merdes, fermez vos gueules. Non, c'est pour dire, ben, on croit les victimes, on les soutient, on est obligé par rapport aux valeurs autour desquelles on se rassemble de vérifier l'info. On n'a pas le choix. On doit vérifier une information qu'elle nous a apportée. C'est ça la justice. Sinon, c'est pas une justice, frérot. Sinon, demain, tu dis ce que tu veux sur moi et puis l'histoire, elle est réglée. Tu comprends? On doit vérifier. Et on soutient du mieux qu'on peut. On mène toutes les actions qu'on peut pour protéger les femmes et on se bat pour les défendre. Mais il faut commencer à combattre tout aussi sévèrement les gens qui mentent, qui fabulent, à qui il n'est rien arrivé de spécial. Parce que ces gens-là, ils ont un impact sur la vie d'autres gens qui est sacrément dégueulasse, frérot. Si t'es rien arrivé, mais que ta carrière elle a été brisée parce que quelqu'un t'aime pas et qu'il dit de la merde sur toi, ça dérange personne, ça? L'argument, c'est oui, mais il y a eu beaucoup de souffrance avant, donc maintenant, pour équilibrer, il va falloir qu'il y en ait qui souffrent. Bah non, moi, je suis pour qu'il y ait de victimes nulle part. Je me bats pour tout le monde en même temps et je me bats pour la justice. Je ne cherche pas à être validé par la masse. Je cherche à faire et à suivre le chemin qui est le plus juste possible. Et ça passe forcément dans le monde dans lequel on est par quelques oppositions, mais ça ne me dérange pas. C'est ça le titre de mon spectacle, Solide. C'est qu'il faut, c'est qu'il faut que s'accrocher Mandela dit, sois l'exemple de ce que tu veux voir dans ce monde-là. Mais moi, j'essaye d'être juste. Regarde, depuis qu'on se parle, on a rigolé, on a abordé des sujets sérieux. Est-ce que je te fais l'impression d'être un connard? Non, je suis équilibré, je suis censé. Mais juste le fait de ne pas être d'accord avec des pensées cardinales, on te dira que je suis problématique. Mais pourtant, je ne le suis pas. Deux êtres humains. Et moi, je vis dans un monde où il y a le retour de la nuance. Je me bats pour que chacun fasse ce qu'il veut dans la vie parce que je pense que la frustration est la mère de tous les vices.
Je pense que tout ce dont on vient de débattre là, c'est aussi parce que la frustration atteint des sommets, frérot. Il y a un maximum de gens qui vivent pas ce qu'ils veulent vivre. Et en plus, maintenant, frérot, avec Instagram, là, tu vis pas ce que tu vis le matin, tu allumes ton Instagram, il y a Philippe, il est au Baléares, everybody's free. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, tu pètes des câbles. Tu pètes des câbles aussi, tu vois? Notre problème, c'est pas que Macron, il fait telle ou telle politique. Enfin, si, un peu, mais pour moi, c'est en extension, ça. À la base, le vrai problème, c'est qu'on est les trois quarts. Enfin, ils sont trois quarts, parce que moi, je fais ce que je veux. Mais on est les trois quarts au départ à pas faire ce qu'on veut dans la vie. Le système ne nous apprend pas à nous autodéterminer, à trouver ce qu'on veut faire dans la vie et à aller droit là-dedans. On nous apprend à aller vers les débouchés, à pas trop faire les fous, pas prise de risque minimum. C'est pas comme ça la vie. La vraie vie, c'est pas ça. C'est de la prise de risque, c'est se lancer, c'est échouer, c'est apprendre en échouant. Le rapport qu'on a à l'échec, il est très mauvais aussi. On veut nous faire croire que c'est mauvais l'échec. Mon frère, l'échec, c'est le début du voyage. L'échec, frérot, c'est l'antichambre du succès, c'est le début du voyage. Ah, il a perdu, il n'y a aucun mec qui a entrepris un truc ou meuf, hein, parce qu'on va me taxer de je sais pas quoi, il n'y a aucun mec ou meuf, il n'y a aucune personne qui a entrepris quoi que ce soit de sérieux, qui a souffert pour ça, qui va se moquer de quelqu'un qui essaye et qui a échoué. Ce qui compte, c'est de faire de son mieux, de jamais se décourager, de renouveler les efforts. Donc, il faut commencer à tenir des vrais discours aux gens. Il ne faut pas sous-estimer le fait de ne pas être là où tu veux dans la vie. Tous ceux que moi, j'ai entendu des fois se victimiser ou mentir, puisque c'est les deux volets que j'ai abordés, c'est que des gens, frérot, si tu vas chercher un peu, ils sont pas là où ils veulent être dans la vie. Donc je répète, la frustration est la mère de tous les vices. Donc le point de départ de n'importe quel être humain, c'est s'arranger d'être à l'endroit où il veut être. C'est ça qui donne le moyen d'être courageux, frérot. Moi, je fais ce que je veux, je gagne ma vie en faisant du stand-up, j'ai un rapport avec les gens qui est vraiment un bon rapport, parce que moi, la manière dont j'y arrive, fait que j'ai beaucoup de respect des gens. Tu vois ce que je veux dire? Quand on me voit, on se dit, ah, lui quand même, j'aime son discours, j'aime comment il est, j'aime ses coronesses, j'aime son intégrité. Il suffit de me parler pendant 20 minutes pour voir la couleur de mon âme. Tu vois ce que je veux dire? Ça qui me fait que j'ai un bon public, que j'ai de bons rapports avec les gens. Et c'est vachement important. Comment tu expliques que tu citais tout à l'heure des humoristes des anciennes générations qui ont marqué, notamment politiquement, par exemple Coluche, très engagé. Comment tu expliques qu'aujourd'hui il y a un retrait de l'engagement des humoristes vraiment d'une manière générale, et même d'ailleurs des artistes plus globalement, parce que c'est vrai que des artistes engagés même dans la musique... Il faut élargir, frérot. Il y a un retrait dans l'engagement des artistes en général, mais il y a un retrait dans l'engagement de l'humain en général. Pourquoi? Et c'est une très bonne question. C'est exactement ce qu'il faut théoriser et que je théorise depuis quelque temps. Parce qu'on vit à l'époque du théorisme intellectuel. Sur la base de la pensée unique qu'on estime que tu dois avoir sur tel ou tel sujet, si tu ne l'as pas et que tu sors de certains carcans, on te cyberharcèle. Les conséquences d'un désaccord ou les conséquences de la nuance aujourd'hui, c'est d'être cancel, frérot. De ne pas être pris dans telle ou telle émission, de ne pas d'avoir des tonnes de commentaires où on t'écrit, des tonnes de messages où on te harcèle, pour le pire, retrouver ton adresse, t'agresser dans la rue, on ment sur toi. Les méthodes qu'on emploie sont les méthodes les plus lâches et les plus viles qui aient jamais existé. On ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir peur, frérot. Si tu voulais apporter la moindre nuance sur Israël-Palestine, là, frérot, ça passait? Si tu allais dire sur... Parce que maintenant que Netanyahou, il a fait tellement de sale que tout le monde dit, bon là, maintenant, on peut commencer à en parler. Et encore. Mais quoi que maintenant, tu peux le dire. Mais au tout début du conflit, frérot, comme moi j'en ai parlé, on ne pouvait pas faire de nuance. Hein. Quand j'ai essayé de nuancer, ça n'a peut-être pas démarré le 7, l'histoire... Il faut remonter un peu, mais qu'est-ce que j'ai pas reçu comme message? Ça vous paraît normal, ça? C'est dans ce monde qu'on vit, frérot. Est-ce que pour autant je suis devenu antisémite? Non. J'ai juste voulu apporter une nuance. Vous voulez pas la nuance. Vous voulez théoriser les gens sur le plan intellectuel pour qu'ils disent ce que vous vous attendez qu'ils disent. Donc les gens, la plupart, ils ont peur. Et le courage, frérot, c'est pas l'absence de peur. C'est la capacité à la vaincre. Moi, j'ai peur tout le temps, frérot. Ce qui fait que je suis un mec hyper courageux, c'est que je suis le plus grand froussard que tu as jamais vu. Moi, j'ai peur au ski, gros. Moi, tu me mets sur une piste, là, je suis là, mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Qu'est-ce qui vous prend? Il y a de la glace partout, on peut pas contrôler. Je suis avec un sapin dans le cul avec vos conneries. Mais je m'accroche. Quand j'arrive en bas de la piste noire, frérot, je remonte. Le courage est une valeur cardinale qu'on va devoir retrouver pour assainir le monde dans lequel on vit. La raison pour laquelle les gens ne s'engagent plus, pas parce qu'on disent on peut plus rien dire, factuellement, frérot, sur les sujets clés, si tu dis ce que tu penses, c'est mort. On a vu Guillaume Meurice, là, maintenant convoqué à France Inter pour un entretien préalable à un licenciement parce qu'il dit que Netanyahou est un nazi sans prépuce. Et la justice
À valider. Ça veut dire qu'il n'est même pas condamné. Mais par principe, ils veulent le virer de la radio ou ils l'ont déjà viré à l'heure où on diffuse le truc. Ça t'engage, ça t'encourage à t'engager, toi? Si tu arrives, tu dis, il y a des femmes qui souffrent. C'est factuel, j'accepte et je les soutiens. Mais je connais 2-3 femmes qui disent de la merde, c'est factuel, et je les combats. On dit, ah, tu es misogyne. Bah non, je fais preuve de nuance. C'est quoi votre problème? Pourquoi vous voulez entendre que votre son de cloche, en fait? S'il lui dit, ah, Israël, ils ont des raisons d'être fâchés, mais là, ce qu'ils font actuellement à Gaza, franchement, c'est du porno en plein air. Peut-être qu'on peut les canaliser un peu. Antisémite. Ah bon? Ah bon? Comme ça? Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a plus de nuances. La raison pour laquelle les gens ont peur de parler, c'est parce qu'il n'y a plus de nuances. Arrêtez de nous dire qu'on vit dans un monde libre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité. Si tu ne dis pas ce qu'on veut que tu dises, tu te fais sanctionner. Donc, plus que jamais, on doit être ensemble, on doit être courageux. Et quand il y a des gens qui disent la vérité, il faut tous se mettre derrière eux pour les soutenir. Parce que le meilleur moyen de combattre la censure, en tant que public, ceux qui me regardent, qui nous regardent, soutenez les gens dont vous avez le sentiment qu'ils sont courageux. Parce qu'on a besoin d'eux, plus que jamais, on a besoin d'eux. Soutenez-les, donnez-leur de la force, donnez-leur du vent dans le dos. Moi, j'ai ça avec le public actuellement et je les remercie pour ça. Parce que ça m'aide à dire ce que je pense, parce que ce que j'ai ne dépend que d'eux. Ça ne dépend ni de France Inter, ni de Télérama, ni de Quotidien, ni de TPMP. Ça dépend que du public. Donc, c'est ça qui me rend libre. Donc, quand vous voyez quelqu'un de bien, donnez-lui de la force et soyez courageux. On n'a rien à perdre. Soyez courageux. On n'a rien à perdre. Faites ce que vous voulez dans la vie. Acceptez le rejet. Gérez vos émotions et soyez courageux parce qu'on n'a rien à perdre. Tout ce qu'on a à faire, c'est vivre. Voilà.